Pardon, je fais des bruits de... Non, t'inquiète, ça fait une petite ambiance... France Culture des années France 80. Culture des années... On pouvait fumer dans les studios. C'est ça. Intertexte. Camille Isler. Un podcast animé par Arthur Segar. Bon Camille, je suis trop content de faire cet épisode avec toi et de parler de textes, donc de plusieurs textes ensemble, donc du dernier texte que tu as trouvé vraiment beau, du texte qui parle le mieux d'amour, d'un texte qui provoque la réflexion, d'un texte que tu aurais voulu avoir écrit, d'un texte à offrir, d'un texte dans lequel tu aimerais vivre, et on finit avec une petite carte blanche. Mais avant de parler de tous ces textes, il y a ce petit rituel au début de chaque épisode où, donc normalement j'ai un jeu de cartes avec des phrases dessus, donc là il m'en reste plus beaucoup, faut que j'en refasse, mais t'as quand même des petites cartes devant toi qui cachent bien leur secret. Donc si t'as envie d'en tirer une et de voir si... J'ai peur de pas piocher la bonne du coup, mais je vais prendre celle-là. J'étais sûre. Donc je suis tombée sur la chanson de Mulan. Comme un homme soit plus violent que le cours du torrent, soit plus puissant que les ouragans, soit plus ardent que le feu des volcans, secret comme les nuits de lune de l'Orient. Voilà. Ça commence très bien pour moi, effectivement. Et donc, qu'est-ce que ça m'inspire ? Ça m'inspire pas grand-chose. Beaucoup d'impératifs de virilité dans cette phrase, finalement. Ouais. Je les avais pas vues écrites depuis très longtemps, ces paroles. Mais Est-ce que ça ramène des... Alors, ça me rappelle beaucoup de souvenirs parce que Mulan, c'était un de mes dessins animés préférés quand j'étais petite. Mais en fait, je sais pas si on ment pas un peu en disant ça. Parce que c'est vachement plus cool que ce soit Mulan, mon dessin animé préféré quand j'étais petite. Plutôt que quoi ? Une espèce de féminité révoltée. Plutôt que, je sais pas, mais si ça se trouve, quand j'étais petite, je me disais que c'était plutôt Roxy Rookie ou... Ouais, mais c'est beau Roxy Rookie aussi. C'était bien, c'était un peu sinistre. Ouais. Mais c'était vachement bien Roxy Rookie. Mais on va dire ça que fait pleurer par contre, Roxy Rookie. Non ? Oui, mais quand elle se sépare de la grand-mère, elle se sépare du renard. C'est ça. C'est vraiment mais je m'en souviens très mal, alors que c'était un de mes préférés. Ouais. Mais Mulan, aussi, ça doit être un des premiers que j'ai vu au cinéma, en tout cas. Si je dis pas de bêtises. Voilà, ça ne me rajeunit pas. Mais voilà, je sais plus trop si c'était mon préféré ou pas, mais on va dire que c'était mon préféré. Mais c'était pas ma chanson préférée à l'intérieur de Mulan, en tout cas. Ok. C'était quoi ta chanson préférée à l'intérieur Alors là, pour le coup, je crois je crois que pour le coup, là, c'est vraiment contradictoire parce que je crois que ma préférée, mais je me souviens plus. Je crois que c'était celle du début, là où il la prépare. Ouais. Ah non, quand elle se. Ah d'accord, quand elle est préparée, donc c'est ça quand il la prépare pour le mariage. J'aimais trop cette marieuse chanson. Et une horreur. On a honte maintenant. Mais voilà, en vérité, je crois que c'était celle-là que je préférais quand j'étais petite. Mais bon, finalement, celle-là est pas beaucoup mieux. Hein. Ouais, qu'est-ce qu'on pense de cette vision de la masculinité, finalement ? Eh bien, on n'en pense pas grand-chose. Après, je trouvais que dans Mulan, c'était quand même assez rigolo, parce qu'il y a cette espèce de capitaine pourri qui donne des injonctions à la masculinité constamment, mais en fait, personne n'y correspond dans les soldats qui sont là. Ils sont tous assez nuls, dans mon souvenir. Et finalement, c'est elle qui y arrive presque le mieux. Mon plus grand regret, c'est qu'elle tombe amoureuse de lui à la fin, parce que ça va pas du tout avec le récit, et parce que c'est vraiment le personnage le plus nul de l'histoire, quoi. Mais voilà, donc ça m'inspire pas mal de souvenirs, et en même temps un truc un peu ambivalent, parce que au-delà de cette chanson avec ses paroles, il y avait quand même plein de personnages cool dans Mulan. Ouais, c'est sûr. Qui étaient pas du tout correspondants à ces paroles-là, qui étaient pas du tout plus ardents que le feu des volcans. Alors, secret comme les nuits de lune de l'Orient, on y est. Hein. Ouais. On est... voilà. J'ai pas grand-chose de plus à dire sur cette petite parole de chanson. Non, mais moi, je pense que je la trouve intéressante, cette chanson. Peut-être que mon regard est un peu biaisé aussi, parce qu'à un moment, j'avais vu un cabaret un peu un peu déconstruit qui faisait un numéro sur cette chanson-là. Ouais. Et donc, du coup, il y avait que des meufs sur scène, et t'as ce truc comme un homme. Et en fait, je pense que je vois un peu plus maintenant la dimension éventuellement un peu drague de cette chanson, vu que Mulan, elle est en homme. Pendant cette chanson, elle essaye de prouver qu'elle peut faire comme un homme. Et d'ailleurs, je trouve que la traduction, elle est assez intéressante, parce que j'ai vérifié avant de venir, je me suis dit qu'elle pouvait peut-être tomber cette carte. En fait, en anglais, ce qu'ils disent, c'est pas comme un homme, c'est be a man. Et je trouve que comme un homme, il y a un truc un peu intéressant
où c'est, tu sais, avec Oui, le comparatif, c'est ça, où c'est... est plus directement abordé, quoi. C'est ça, genre... ouais, c'est une masculinité qui est plus imitative, quoi. C'est fait comme un homme, et enfin, même les hommes, ils doivent faire comme les hommes. Et donc, il y a ce truc un peu qui déstabilise dans la traduction, en tout cas. C'est vrai que l'injonction est beaucoup plus visible et le thème de l'imitation est beaucoup plus visible. Et du coup, ça rend les choses plus intéressantes parce que plus facilement... plus aisé à subvertir, on dira, du coup. Donc oui, en effet, dit comme ça, c'est un peu plus sympathique. J'essaie de défendre. Oui, puis le côté hyperbolique du truc est de toute façon un peu ridicule. Donc, enfin, je veux dire que la parodie est presque déjà incluse dans les paroles, quoi. Soit plus violent que le cours du torrent. Ouais. A priori, personne n'a très envie d'être plus violent que le cours du torrent ou plus ardent que le feu des volcans. Puis quelque part, c'est très contradictoire tout ça. Enfin, Quand on y pense. C'est toujours les injonctions contradictoires. Est-ce qu'il faut être comme le torrent, comme le volcan? Je sais pas, moi, tu vois. Enfin, c'est compliqué. C'est vrai. On va réussir à le transformer à force d'en parler. C'est vraiment une belle illustration des injonctions à rentrer dans des catégories de sexe normées. Vraiment, bravo Mulan. Franchement, t'as réussi à me retourner le sens de la chanson en quelques minutes. Donc maintenant, je vais rapprendre les paroles de cette chanson par cœur. Tu vas revoir Mulan. Je vais revoir Mulan. En fait, je pense qu'aussi, elle est plus entachée dans ma tête parce qu'à un moment, il y a une espèce de deuxième vague de mode où tout le monde se remettait à chanter les chansons de Mulan. Ouais. L'âge post-Disney, retour à Disney. Et je crois que c'est là que ça m'a saoulée, cette chanson, plus que quand je l'ai vue quand j'étais petite. Mais non, gros pouvoir subversif, autant pour moi. J'étais vraiment partie comme une brute, comme un homme plus violent que le cours du torrent dans les paroles de cette chanson. Ouais. Vu sous le prisme de l'imitation et de la parodie et du pastiche, tout devient beaucoup plus intéressant. Du coup, c'est quoi le dernier texte que tu as trouvé vraiment beau ? Alors oui, ça déjà c'était vraiment difficile et j'en ai mis un d'emblée. Et puis après, j'en ai mis un deuxième. Donc en fait, j'en ai deux. Mais si je devais en choisir un, c'est parce que je suis vraiment en train de le lire et que j'avais très très hâte de le lire. Et c'est Les dangers de fumer au lit de Mariana Enriquez. Donc j'étais déjà fan avant, avec Ce que nous avons perdu dans le feu. J'ai pas encore lu son gros roman parce qu'il est gros et que j'ai pas encore eu le temps de m'y atteler. Mais Les dangers de fumer au lit, c'est vraiment magnifique. Alors c'est pas la définition du beau la plus traditionnelle parce que c'est quand même assez trash dans l'ensemble. Mariana Enriquez, elle a quand même une écriture très ironique et très... Donc c'est pas une beauté totalement innocente et premier degré. Mais moi, c'est un truc qui me touche énormément parce que je trouve justement que la beauté s'y loge dans des petits interstices hyper délicats au milieu de choses extrêmement violentes. Et je trouve que la beauté dans cette violence-là et dans ce passage entre la violence et les moments extrêmement délicats me touche profondément chez Mariana Enriquez. Donc j'avais choisi celui-là. Donc je dis celui-là, mais j'ai quand même foncièrement hésité avec le dernier livre de Leonora Miano, Stardust, qui aussi m'a profondément marqué, là pour le coup dans une beauté beaucoup plus directe, qui est un texte que j'ai trouvé absolument magnifique, et puis j'ai trouvé extrêmement beau même le procédé d'écriture, de reprendre en tant qu'autrice confirmée un texte qu'elle avait écrit une vingtaine d'années avant, et de le regarder avec cet œil-là, beaucoup plus distancié des événements, et de le reforger pour en faire ce roman. J'ai trouvé ça vraiment magnifique. Voilà. Donc j'ai hésité entre les deux. Mariana Enriquez, elle est plus proche en termes de distance temporelle, parce que je l'ai même pas encore fini. Si ça se trouve, la dernière est horrible et je vais changer d'avis. Mais je crois pas que je vais changer d'avis. Donc voilà. Avec une petite touche pour Mariana Enriquez, parce que je ne pouvais pas en plus faire... ce podcast sans parler de Mariana Enriquez, qui est mon obsession depuis 2 ans, 3 ans. Donc soit je la citais tout le temps, soit je m'en débarrassais au début. Ok, donc on va faire ça maintenant. Comme ça, c'est fait. Et j'arrête avec Mariana Enriquez. Elle reviendra peut-être 2-3 fois, mais non, je pense qu'il faut vraiment lire les textes de Mariana Enriquez, parce que moi, je les trouve absolument éblouissants en termes d'écriture, en termes de thème, en termes de... Tout me bouleverse absolument, et puis j'y trouve quand même... pour le coup, toute une représentation de la féminité qui est assez rare, je trouve encore, qui est prise vraiment à bras-le-corps,
justement en s'en fichant complètement de la féminité comme quelque chose de totalement accessoire. C'est là, mais ça n'empêche absolument rien à l'histoire, ça ne permet rien non plus, c'est une sorte de détail à la fois omniprésent et secondaire, et j'adore ça, parce que du coup ça me parle, c'est des personnages dans lesquels je me retrouve, même si ils vivent des choses que je ne vis pas. Et puis il y a toute cette touche fantastique que je trouve... le fantastique et l'horreur vus par des personnages féminins et écrits par une femme, je trouve que c'est quelque chose d'assez rare, et moi j'y trouve un truc vraiment formidable. Donc voilà. Ouais, donc Les dangers de fumer au lit. Oui, c'est celui-là. Je l'ai pris là, et il est super. Vraiment. Alors, si j'avais dû en citer un, parce que celui-là... je viens de le lire, ce serait vraiment celui qui m'a vraiment profondément marqué, c'est Ce que nous avons perdu dans le feu, qui sont tout est traduit aux éditions du Sous-sol, qui sont de toute façon des super maisons d'édition. Et Ce que nous avons perdu dans le feu, moi ça m'avait bouleversée, quoi. La violence des récits et la beauté de ce qui y est décrit, avec une espèce de trucs hyper tranchants sur des images hyper nettes, un style hyper fort. Moi, ça m'avait bouleversé cette lecture. Et tous les gens à qui je l'ai conseillé, ça les a soit bouleversés, soit ils ont détesté. Donc voilà. Bon, ça ne laisse pas indifférent. Voilà. Je sais pas si c'est bien de dire ça laisse pas indifférent, parce que c'est toujours un peu nul. Je pense qu'il y a aussi des gens que ça laisse indifférent. Ouais. Mais il y a une forme de violence qu'on épouse ou qu'on n'épouse pas. Il y a des gens qui apprécient une certaine forme de violence, ou qu'au contraire, elle débecte. Moi, chez Mariana Enriquez, je la trouve très bien traitée, la violence, justement. La violence des sentiments et des pensées, surtout, qui est très belle et très bien décrite. Voilà. Je sais pas si j'ai grand-chose de plus à dire sans casser complètement le suspense du livre. Ouais, c'est parce que c'est ça raconte quoi, du coup, ce livre? En fait, c'est des nouvelles. Donc ça raconte plein de choses, mais c'est toujours à peu près vu par par un prisme donc de personnages féminins. Alors moi en plus je suis très mauvaise pour me souvenir des histoires. Je me souviens de phrases, mais je me souviens pas de l'histoire en général. Mais en général, ce que j'aime bien aussi avec les nouvelles qu'elle écrit, c'est que ça ouvre plein de pistes et que ça les ferme pas, dans la tradition du réalisme magique, en fait, parce que elle est beaucoup dans l'affiliation de Cortázar ou de Borges. Et moi, j'adore ça, des nouvelles qui vont juste ouvrir une possibilité énorme et pas le fermer là-dessus. Borges, c'est quand même l'exemple absolu de ça, c'est-à-dire qu'il a écrit fiction, mais c'est désespérant pour quelqu'un qui veut écrire des romans, par exemple. Le gars, il aurait pu écrire un roman de 800 pages pour chaque nouvelle, et en fait, il a torché ça en 4 pages. Et tu te dis, mais le gars, il a des idées absolument dingues. Il aurait pu faire un truc magistral, et en fait, il a fait un truc tellement magistral qu'il les a faites je pense aux ruines circulaires, enfin, vraiment des nouvelles qui moi, m'ont bouleversée, et je me suis dit... Oh là là, il y a des gens qui se torturent toute leur vie pour trouver une idée, pareil, pour une fiction. Et lui, il en a trouvé 1000. Il a fait un recueil des 18 et il a juste appelé ça fiction. Genre, continuez sans moi, tu vois, je vous donne du pain, puis vous en faites ce que vous voulez. Je trouve ça absolument incroyable. C'est vrai que j'avais jamais pensé aussi au power move de juste appeler son livre fiction, quoi. Enfin, c'est vrai qu'il s'est même pas cassé à se dire... Non Non. Un truc un peu... Non, vraiment juste fiction et boum. Débrouillez-vous avec ça. Pour moi, c'est vraiment une espèce de porte ouverte avec des exemples et puis vous en faites ce que vous voulez. Et je retrouve cette tradition-là chez Mariana Enriquez, notamment la première nouvelle. C'est une histoire qui est absolument pas ouverte. Voilà, on retrouve des os d'une petite fille enterrée là il y a des années et qui finalement se révèle être aussi le fantôme que voit la narratrice avec elle, et puis elle la raccompagne dans l'ancienne maison où elle était enterrée, et puis finalement il se passe rien, elle est pas très contente, et puis voilà, point, quoi. Débrouillez-vous avec ça. Et je trouve ça fascinant, ce genre de récit, et j'ai l'impression que c'est une tradition, peut-être qu'on a un peu, déjà on a moins la tradition de la nouvelle en France, quoi qu'il en soit. Et on a moins la tradition du fantastique dans la nouvelle, quoi. Du côté juste, j'ouvre des pistes possibles dans le réel, et puis vous y allez ou pas, vous vous débrouillez avec ça. Et moi, c'est un truc qui me fascine. C'est juste ce fantastique-là, vraiment, qui se joue dans un détail, et qui donne lieu à ce que tu veux. Et c'est ce que j'aime vraiment beaucoup chez Mariana Enriquez. Bon, est-ce qu'on enchaîne sur la question difficile ?
C'est quoi la question difficile? Alors, moi, ça m'intéresse à chaque fois. Bon, je vais pas. C'est quoi, du coup, le texte qui parle le mieux d'amour? Ah oui, alors ça, c'est vraiment difficile. Ça, c'était vraiment... Et en même temps, j'ai eu ma réponse de manière immédiate et évidente. Il y a eu une évidence. Ouais, il y a vraiment une évidence pour moi. Et en même temps, après, je me suis dit, mais attends, déjà, on parle de quel amour? Donc j'imagine qu'on parle de l'amour amoureux. C'est ouvert vraiment à l'interprétation. Mais voilà, si j'avais pas pris en compte l'amour amoureux, ce que j'ai pris en compte de manière immédiate, je me serais dit, zut, il y a plein d'autres récits d'amour sur l'amour filial, sur l'amour parental envers les enfants, sur l'amour des enfants envers leurs parents. Et des récits de déclaration d'amour, il y en a énormément. Et puis comment on se déclare l'amour quand on le trouve beau, c'est pareil. Donc je me suis dit, en fait, pour moi, je dirais que les textes les plus beaux en termes d'amour, ils vont depuis certains poèmes que j'aime du 19e à des récits de sacrifice de soi complets. Et j'ai pensé à des récits extrêmement opposés. Donc mon évidence, moi, c'est parce que c'est un poète qui a changé mon propre rapport à l'amour à une époque où j'en avais un peu besoin, c'est Robert Desnos, et je le cite souvent parce que je trouve que il a une manière de décrire l'amour qui est absolument d'une pureté. Enfin, vraiment, en fait, moi, c'était une époque où je me complaisais beaucoup justement dans des textes très ironiques, qui refusaient beaucoup toute forme d'innocence, qui regardaient l'amour avec une espèce de distance très cruelle par moments. Et je suis tombée sur Robert Desnos, parce que bah oui, époque lycée. En plus, alors moi, quand j'étais au lycée, c'était vraiment la mode de la redécouverte Beat Generation et compagnie, donc on était tous complètement empêtrés là-dedans, et c'est pas franchement les récits d'amour les plus sympathiques. Et on se nourrissait tous de ça. J'ai une grande théorie là-dessus, de genre... c'était la période où j'étais au lycée, c'était encore Sarkozy, et je crois que ça jouait vachement. C'est pas bête, hein. Non, c'est pas bête. Parce que on peut pas dire que ça aille beaucoup mieux en termes de conjoncture politique. Mais il y avait quand même ce truc de... J'avais l'impression, même dans les relations sociales qu'on avait quand on était au lycée, alors je suis plus au lycée, je sais pas si ça se passe toujours comme ça, mais on était beaucoup dans la vanne constante, on était hyper durs les uns avec les autres, il y avait un truc de mise à distance et de second degré tout le temps. Enfin, en tout cas, autour de moi. Et tout d'un coup, je suis tombée sur Robert Desnos et ça m'a foutu une tarte en pleine tête. Donc c'est Corps et Biens, moi, le recueil auquel je pense, c'est celui dans lequel se trouvent pour moi les plus beaux poèmes. Donc J'ai tant rêvé de toi, et puis Non, l'amour n'est pas mort, par exemple. Non, l'amour n'est pas mort en ce cœur et ses yeux et cette bouche qui proclamait ses funérailles commencées. Écoutez, j'en ai assez du pittoresque et des couleurs et du charme. J'aime l'amour, sa tendresse et sa cruauté. Mon amour n'a qu'un seul nom, qu'une seule forme. Tout passe. Des bouches se collent à cette bouche. Mon amour n'a qu'un seul nom, qu'une seule forme. Et si quelque jour tu t'en souviens, ô toi, forme et nom de mon amour, un jour sur la mer entre l'Amérique et l'Europe, à l'heure où le rayon final du soleil se réverbère sur la surface ondulée des vagues, ou bien une nuit d'orage sous un arbre dans la campagne, ou dans une rapide automobile, un matin du printemps, boulevard Malesherbes, un jour de pluie. À l'aube avant de te coucher, dis-toi, je l'ordonne à ton fantôme familier que je fus seule à t'aimer davantage et qu'il est dommage que tu ne l'aies pas connu. Dis-toi qu'il ne faut pas regretter les choses. Ronsard avant moi et Baudelaire ont chanté le regret des vieilles et des mortes qui méprisèrent le plus pur amour. Toi, quand tu seras morte, tu seras belle et toujours désirable. Je serai mort déjà, enclos tout entier en ton corps immortel, en ton image étonnante, présente à jamais parmi les merveilles perpétuelles de la vie et de l'éternité. Mais si je vis, ta voix et son accent, ton regard et ses rayons, l'odeur de toi et celle de tes cheveux et beaucoup d'autres choses encore vivront en moi. Et moi, qui ne suis ni Ronsard ni Baudelaire, moi qui suis Robert Desnos
et qui, pour t'avoir connu et aimé, les vaut bien. Moi, qui suis Robert Desnos, pour t'aimer, et qui ne veux pas attacher d'autre réputation à ma mémoire sur la terre méprisable. Il y en a encore plein d'autres. Et ils sont tous absolument magnifiques. Et c'est juste quelqu'un qui abandonne pour le coup complètement le second degré, qui dit juste je t'aime de manière extrêmement... Alors c'est pas simple du tout, Desnos, parce que ça va quand même piocher dans le surréalisme et avec des images extrêmement complexes, etc. Mais il y a une espèce d'absence complète de dérision et d'ironie dans la manière de dire l'amour qui m'avait vraiment renversée, et je m'en suis jamais lassée. Et je trouve toujours que Corps et Biens, c'est une des plus belles déclarations d'amour qui existent en termes de poésie. Ça, c'est pour l'amour amoureux. Et puis alors, pour l'amour filial, là, ça va chercher dans des trucs beaucoup plus cruels, je crois, mais évidemment, une lecture qui m'avait franchement renversé la tronche, parce que c'est absolument contradictoire dans la déclaration d'amour, c'est Beloved de Toni Morrison, en fait. Où précisément, c'est l'amour absolument inconditionnel qui provoque l'infanticide pour sauver son enfant de la condition d'esclave. Et c'est absolument... c'est la contradiction même de l'amour pris dans des conditions absolument effroyables. Et qu'est-ce que ça donne en termes de honte ? Et là, c'est une lecture pareille qui... Mais bon, on parle d'une toute autre forme d'amour, et puis surtout d'un autre contexte, évidemment. Mais c'est un texte qui est absolument renversant, puis magnifique, évidemment. Enfin, Toni Morrison, l'écriture est tellement... renversante, et le thème en plus est tellement renversant, mais je trouve que c'est une manière extrêmement cruelle d'exprimer l'amour inconditionnel, et en même temps on peut pas faire plus grande démonstration de ce que ça peut être que l'amour que ça, quoi, je pense. Donc ça, voilà, bon, là pour le coup c'est vraiment autre chose, mais la première référence qui me vient en tête, c'est Corps et Biens de Desnos en termes d'amour amoureux. Parce qu'il y a un truc très simple, quoi. Et puis surtout, il y a un truc très simple dans la manière de dire, et puis si un jour tu m'aimes plus, c'est pas grave. Ouais. Je trouve ça vachement beau. De laisser la liberté aussi à l'autre, quoi. Ouais, il y a une forme de simplicité déjà dans la déclaration d'amour, et puis dans le... Et puis si un jour, il t'arrive d'être amoureuse de quelqu'un d'autre, tant pis, je ferai avec, quoi. Il n'y a pas du tout... Il y a un amour à la fois extrêmement passionné et pas du tout passionnel dans le sens... nul que peut avoir le côté passionnel. Il y a pas de je vais me tuer si tu t'en vas, il y a pas de je pourrai plus jamais vivre sans toi, il y a juste une déclaration d'amour qui est entièrement dans le positif et qui se dit jamais sous une forme de violence ou de vengeance vis-à-vis de l'idole ou de la personne qu'on aime. Et ça, je trouve ça franchement vachement bien de dire ça de cette manière, quand même. Il y en a d'autres des textes qui le font, mais il le fait assez tôt, quand même. Il le fait à une période où on dit quand même encore souvent l'amour sous une forme un peu masochiste ou cruelle pour l'autre. Donc voilà, Robert Desnos. Et puis j'adore Robert Desnos dans l'ensemble, de toute façon, à la fois pour sa vie et pour son œuvre. Donc voilà, ça fait partie des noms que j'avais envie de citer aussi. Et puis pour le coup, quand j'ai vu les questions, je me suis dit oui, il va là, évidemment il va là. Robert Desnos, il va là. Et j'aurais adoré, je sais que dans mon travail de recherche, j'aurais adoré... travailler sur Robert Desnos et travailler sur le surréalisme d'ailleurs. Et en fait, j'en suis absolument incapable, je crois. Okay. Parce qu'il y a un truc qui me touche tellement chez Robert Desnos dans sa manière d'écrire qu'en fait, j'aurais l'impression d'aller disséquer un truc que j'ai pas envie d'aller disséquer, quoi. Vraiment. Donc j'ai renoncé à Robert Desnos pour ça. Je préférais qu'il reste dans mon parangon des textes amoureux plutôt que dans mes projets de dissection stylistique. Ouais, donc toi, t'es de l'école qui pense qu'il faut pas forcément disséquer un poème quand il fonctionne, quoi, quand il te touche. Non, je suis pas de cette école-là, parce que sinon je ferais pas le métier que je fais, ce serait un peu contradictoire. Je pense pas du tout. Qui te touche trop, il y a une certaine distance qui est nécessaire peut-être par rapport à l'objet de recherche. Oui, c'est plutôt ça. Il y a une certaine distance qui est nécessaire, non pas en termes de thème, mais peut-être en termes de style, ou en tout cas quand il y a un ensemble qui fait que ça touche vraiment à un endroit intime, j'ai plus de mal. Alors je pourrais le faire, évidemment, mais je m'en suis rendu... Ça s'est quand même confirmé au fil de ma vie sur les nombreux examens qu'on passe quand on est
amenée à faire des études de lettres, je priais toujours pour que le texte qui m'avait le plus touchée ne tombe surtout pas à l'examen, parce que en temps réduit, alors je pourrais le faire, mais peut-être que ça me prendrait plus de temps. Je trouve qu'il est plus difficile d'aller poser... ça s'est un peu déconstruit avec le temps, parce qu'à force de travailler sur les textes, on se rend bien compte qu'on n'est pas là non plus pour poser une interprétation univoque sur les textes. C'est pas du tout ce qu'on nous demande, et c'est pas du tout ce qu'on fait quand on travaille sur la littérature. Enfin, je pense que les bons chercheurs, c'est pas ce qu'ils font, en tout cas. Donc maintenant, ça s'est un peu calmé, mais à l'époque où il y avait quand même... quand on travaillait les textes de manière beaucoup plus resserrée, donc toute l'époque où on travaille vachement de textes dans l'année... il y a quand même une espèce de nécessité d'aller droit au but qui n'allait pas pour moi avec des textes que je trouvais extrêmement riches et dans lesquels j'avais pas envie de poser une lecture rigide. Maintenant que je fais des études beaucoup plus longues en thèse ou sur des articles qui sont vraiment fouillés, on a l'occasion quand même de faire ouvrir des pistes et de ne pas aller trouver des solutions, en fait, parce que il y a une longue partie des études de lettres qui consiste quand même à trouver des solutions, quoi. Les dissertations, les commentaires, c'est trouve une solution, contredis-toi un petit peu si t'as le temps. Ouais. Mais dans l'ensemble, trouve une solution, même si, elle est pas absolument rigide. Donc à cette époque-là, j'aimais pas. Maintenant, peut-être que j'aimerais plus quand même. Puis on a plein d'autres approches. En plus, maintenant, on peut travailler sur la réception, on peut travailler sur l'histoire littéraire dans son ensemble du texte, sur son inscription dans l'histoire longue, on peut travailler sur les contextes d'écriture, on peut travailler sur les manuscrits, on n'est plus que dans l'explication de texte, quoi. On a plein d'autres manières d'aborder les œuvres. Mais en explication de texte, je détestais travailler sur Robert Desnos. Voilà. Si je dois résumer l'idée, c'est plutôt ça. C'est vrai que cette question de l'amour, elle est très ouverte et que du coup, il y a plusieurs types d'amour différents. Mais je trouve ça intéressant que tu te sois arrêté donc, sur l'amour passionnel et sur l'amour filial. Et l'un qui est peut-être... en tout cas, dans les textes que tu as choisis, qui est décrit d'une manière assez simple, quoi. Enfin, justement, pas si passionnel que ça. Enfin, c'est-à-dire que ça déjoue un peu tous les codes de la passion amoureuse dans le sens mortifère, etc. Donc la passion amoureuse, en tout cas, qui est décrite de façon relativement simple. Et l'amour filial qui peut-être est plus compliqué, où il y a peut-être une charge ironique ou une charge de cruauté ou de violence qui est un peu plus forte. Et il y a forcément un moment où on allait parler de ton roman Un chat à trois pattes, et j'ai l'impression que ça recoupe un peu la façon que tu as à la fois de décrire l'amour amoureux d'une façon relativement simple, et voilà, la rencontre de deux individualités qui gardent leur liberté et qui finalement sont ensemble, mais d'une façon relativement évidente, en fait, enfin lumineuse, et la relation filiale qui peut-être est plus complexe et où il y a plus d'ambiguïté et peut-être plus de cruauté, plus de violence, plus de traumas qui sont transmis. Oui, totalement. Enfin, déjà, il y a quand même une donnée essentielle, c'est qu'a priori, il y en a un qu'on subit un peu d'emblée, qu'on subit, on n'est pas obligé de se le faire subir toute sa vie, mais on subit quand même un peu. De fait, on l'a pas choisi. Alors qu'a priori, l'amour amoureux, on a un tout petit peu choisi d'être là. Puis j'aime bien rappeler le fait que justement, contrairement à ce que beaucoup de discours peuvent... parce qu'on a quand même cette image... on a réussi à reconstruire dans l'amour amoureux cette image de... je peux pas partir, je suis coincée là, une espèce de fatalité qui s'est quand même reconduite sur des siècles, hein, alors que moi, j'aime bien écrire des histoires avec des gens qui, en fait, quand ils sont plus à leur... Enfin, j'aime bien écrire des histoires. Une histoire. T'en auras d'autres. de ma grande œuvre complète à hauteur d'un roman. J'aime bien écrire... pour l'instant, en tout cas, c'est vrai que j'aime bien écrire sur des histoires d'amour. Là, j'avais envie d'écrire une histoire d'amour, en tout cas, dans laquelle on n'est pas piégé et dont on peut partir. Et puis dans laquelle on a la possibilité de s'en aller quand on n'est plus à sa place, ce qui n'est pas le cas, en tout cas pas toujours le cas dans les relations familiales. On est un peu coincé, quoi. On est un peu plus coincé. Il y a une nécessité de s'en accommoder, et puis je pense qu'on subit... après, ça ne va pas rentrer dans une lecture psychanalytique à deux balles, hein, mais, parce que c'est pas trop mon fort. Mais oui, il y en a une disons qu'il y a un amour subi qui laisse des traces, bonnes ou mauvaises d'ailleurs, dans la manière dont on va vivre aussi nos amours amoureux derrière, par ailleurs.
Et il y en a un autre qui peut être juste une passade heureuse ou malheureuse, parce que, et puis très souvent, enfin, moi j'avais envie d'écrire une histoire qui soit les deux, en fait. Comme le sont beaucoup d'histoires, qui soient pas complètement envahies par la passion horrible et la toxicité, comme peuvent l'être beaucoup d'histoires amoureuses, qui soient pas non plus absolument belles et exaltées tout le temps, qui soient en fait... voilà, tendu entre des moments extrêmement chouettes et des moments parfaitement communs, et puis des moments nuls, comme c'est le cas, en fait, je crois, pour tout le monde. Et puis qui se défassent de manière simple, qui fait mal quand même, hein, et où on devient parfaitement ridicule quand même. Enfin, je veux dire, c'est ça que je trouve assez bien, c'est qu'en fait, la plupart du temps, on est complètement désespéré après une histoire amoureuse. Ça arrive aussi souvent que ce soit juste parce que ça fait mal, mais pas parce que quelqu'un nous a absolument torturés jusqu'à la moelle. Ça arrive, malheureusement, mais il arrive aussi que juste une histoire se finisse parce qu'il faut qu'elle se finisse, et ça rend complètement névrosé à peu près de la même manière. Enfin non, pas de la même manière, différemment. Mais on arrive quand même à des scénarios souvent un peu ridicules de soi-même, quand même. Mais pas forcément parce que l'autre est un monstre, quoi. Ouais, bien sûr. On peut réaliser qu'on est arrivé au bout d'un cycle et quand même... Voilà, c'est ça. Et souffrir malgré tout, sans que ce soit pour des raisons d'amour passionnel qui tue, mais juste parce que c'est un épisode difficile de la vie, quoi. Voilà. Qui n'empêche pas des moments où on se répand sur soi-même, où on se regarde être une caricature de soi, où on fait des trucs absolument ridicules, où on traîne dans la rue, on écoute des musiques tristes, on se torture aussi un peu tout seul. Il y a une espèce on se force à sortir des trucs de soi. J'avais un ami qui me disait que c'était quand même des moments vachement beaux et forts dans lesquels finalement on est un peu mégalo, mais je crois qu'il y a un peu de ça aussi. Quand on se sépare dans des conditions un peu saines, il y a un truc un peu mégalomane de se regarder souffrir un peu, je crois. On souffre, mais il y a une espèce de beauté là-dedans qui est pas complètement désagréable, une espèce d'intensité. On se regarde un peu aller mal, quoi. Ouais, je crois qu'il y a un peu de ça. Pas que, hein, je pense qu'on souffre vraiment. Mais qu'il y a un truc de, il faut tout sortir, il faut se presser un peu comme un citron jusqu'à ce qu'il en reste plus. Voilà. Et j'avais envie de parler un peu de ça, d'une histoire d'amour qui se passe pas... foncièrement mal, qui se passe même plutôt bien, mais qui finit parce qu'à un moment, on n'est plus à l'endroit où on sent qu'on devrait être, quoi. Et c'est quand même terrible, et en général, on s'en remet très difficilement, mais surtout quand on a cru très fort qu'on était au bon endroit, et qu'en fait, on se dit, non, en fait, c'était peut-être pas cet endroit-là, finalement, ça fait mal, parce que le sentiment d'échec, il reste quand même très présent. En fait, ça prend du temps de surpasser le sentiment d'échec pour arriver à un non, mais ça m'aura servi à quelque chose. Tout ça n'est pas effacé comme une page blanche, parce que ça, c'est quand même un des trucs absolument incroyables de la relation amoureuse, qui fait que on est quand même invité à fermer le livre, à tourner la page, comme si ce truc n'avait jamais existé. Souvent, à ne plus jamais parler quand même à la personne avec qui on a été. Ce que moi, personnellement, je trouve absolument détestable. Mais bon, on ne fait pas ce choix seul en général. On le fait aussi un peu avec la personne qui est en face, et si elle a plus envie de te voir, tu ne forces pas les choses, à moins d'être une personne un peu bizarre. Mais il y a quand même un truc absolument incroyable dans l'idée que voilà, il y a une personne qui a été à côté de toi parfois pendant des années, puis elle n'existe plus. C'est un deuil, et le même pote m'a dit mais il faut le mettre maintenant dans ton petit cimetière, ou il faut la mettre dans ton petit cimetière personnel, et j'étais genre mais c'est horrible de penser les choses comme ça. En même temps, bon, de fait, c'est quand même souvent ce qui se passe, mais moi, j'ai pas envie de mettre les gens dans mon petit cimetière personnel, mais de fait... Ouais, et puis les gens, ils restent pas dans... Enfin, à part, voilà, s'ils sont morts, mais ils restent pas dans un cimetière, a priori. Enfin, c'est-à-dire qu'il y a le... il y a le... Enfin bon, dans cette catégorie de l'amour, j'ai l'impression qu'une fois sur deux, on cite fragment d'un discours amoureux, mais il y a une phrase de Barthes comme ça, où il parle de la rupture et de ce deuil, et il dit... Enfin, il y a Enfin, je sais plus exactement, mais c'est une très belle phrase. Je tente de m'arracher à l'imaginaire amoureux, mais l'imaginaire brûle par-dessous comme de la tourbe mal éteinte. Il s'embrase de nouveau. Ce qui était renoncé ressurgit. De la tombe mal fermée, éclate brusquement un long cri. Enfin, c'est-à-dire qu'en fait, tu peux jamais clore comme une tombe, en fait. C'est toujours...
Enfin, il y a toujours des revenances, quoi. Et Bah particulièrement pendant tous les deuils, je suppose, mais particulièrement dans le deuil amoureux, où en fait, du coup, la personne, elle est pas vraiment morte et Oui. elle se balade, si ça se Elle trouve, continue sa vie. Et ouais. puis si vraiment on l'a mis dans un petit cimetière, il y a quand même l'effet mort-vivant, parce que quand on croise tout d'un coup la personne Ouais, qu'on c'est a ça. mis dans son petit cimetière, Un problème. oups. Et ça, je trouve qu'il n'y a rien de plus dramatique que ça. Quand on n'arrive pas à poursuivre la relation un peu quotidienne avec une personne avec laquelle on n'est plus et qu'on tombe sur elle par hasard et qu'on se retrouve à n'avoir plus rien à se dire, je trouve que c'est un des trucs les plus terribles qui existent. Enfin, non, à une échelle. À relativiser, Ouais, mais j'ai tendance à exagérer un je tout comprends petit ce peu. que tu veux dire. Mais à relativiser, mais il y a quand même ce truc de merde. On s'est croisés, puis tu sais, tu balbuties un peu, t'as rien à te dire, tu t'es dit, ok, il y a 3 ans, on dormait à poil dans le même lit toutes les nuits, mais maintenant, on va juste se croiser et faire, et se demander, et donc, ça se passe bien pour toi. Et ça, c'est un moment de gêne. Donc, je crois que soit il faut garder une espèce de relation plus ou moins distanciée, voire amicale. Je crois que c'est parfaitement possible, et j'ai beaucoup d'exemples autour de moi, et moi comprise, de gens qui ont gardé des anciennes relations amoureuses comme des relations amicales. Mais l'entre-deux est compliqué, quoi. L'effet mort-vivant, pour le coup, si on met quelqu'un dans le cimetière, il faut quand même s'habituer au fait que si on le recroise, il va falloir s'habituer au fait d'avoir cette espèce de sentiment d'étrangeté, mais toujours eu cette gueule-là. Vraiment, c'est très bizarre, quoi. Il y a une espèce de dissociation, de oulala, coup de vieux, dissociation, oh mon Dieu, j'ai rien à lui dire, parfaitement désagréable. Donc je ne suis pas pour le petit cimetière amoureux, finalement. Je crois que je suis pour la relation pour laisser amoureuse. Les gens vivre, au final. Soit la relation se mûre, relation amicale, soit vraiment, effectivement, il faut trouver je sais pas si on trouve un jour une manière. Si on n'arrive pas à rendre ça amical, je sais pas comment on fait. Ouais, c'est compliqué, hein, c'est la relation d'ex. Enfin, je trouve ça compliqué. Enfin, au bout d'un moment, on s'en fout parce qu'on passe à autre chose et on repasse à une relation amicale avec quand même ce truc en plus, forcément, qu'on peut avoir assez facilement, finalement, aussi. Ça prend un peu de temps, mais ça se fait. Mais le côté entre deux, un peu bizarre, non, là je sais pas comment on fait ça. Ouais. Et puis alors, recroiser les gens, non. Il se trouve que c'est toujours les gens qu'on n'a pas envie de croiser qu'on croise. Donc, tant qu'à se croiser, autant se voir de temps en temps pour... Ouais, non, même pas. Je sais pas si je suis d'accord avec ce que je suis en train de dire. Je crois que soit on arrive à devenir amis, soit je sais pas comment on fait. Soit je sais pas comment on fait. Et on s'habitue à l'idée qu'il y a une présence quelque part. Débrouillez-vous. Voilà. J'ai vraiment pas de prescription là-dessus. Je suis assez nulle moi-même. Mais je trouve ça beau quand ça arrive à devenir amical. Ouais, c'est vrai. Je crois que c'est parfaitement possible. Bon, tout dépend aussi des circonstances dans lesquelles on se quitte et des circonstances dans lesquelles on était avant d'être ensemble. Parce qu'il y a des gens qui étaient amis avant, qui est plus facile de redevenir amis après. Quand on n'a jamais connu l'autre personne autrement que dans un régime amoureux, même si, bon, il y a de l'amitié dans l'amour, etc., c'est un peu plus compliqué de trouver... Ah bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant voilà, qu'est-ce qu'on fait de ça Ouais, c'est ça, ouais. Donc je n'ai pas la réponse à la question que j'ai posée moi-même. Pas de problème. Alors, un texte qui provoque la réflexion. Alors ça, c'est pareil, c'était super dur. Parce que j'ai pas compris si c'était un essai, du coup, si c'était une portée réflexion politique, réflexion littéraire, réflexion esthétique. Donc j'ai pas trouvé vraiment de réponse, comme pour les autres questions, finalement. J'avais plusieurs réponses en tête. Mais alors, réflexion à la fois politique et personnelle, ça reste, et je pense que ça restera pendant un moment, l'essai, enfin le texte qui s'appelle La marque du genre de Monique Wittig, qui est un des textes qui a été ensuite publié dans La Pensée straight. Parce que ça questionne vraiment la présence de la catégorie femme dans le langage, et que moi je trouve ça absolument bouleversant en termes vraiment... à la fois évidemment matérialiste et social de penser ça, mais alors moi en termes de langage, je trouve que c'est tellement une épreuve d'utiliser ce langage qui est perpétuellement genré pour les femmes et qui en fait place d'emblée l'identité féminine dans une catégorie secondaire, ou en tout cas dans une catégorie indiquée comme telle d'emblée dans le langage. Ça pose tellement de résistance constamment dans la manière d'écrire, dans la manière de dire je dans un texte ou de dire elle, dans la manière d'exprimer
absolument toutes les pensées, on est obligé de les signaler comme féminines par ces accords à la con dans le langage. Je trouve ça... Enfin, moi, ça m'a vraiment chamboulée. Après, il n'y a pas qu'elle qui en parle, mais c'est vrai que c'est un texte qui résume très bien la question. Et cette tension absolument impossible à résoudre entre eux, je voudrais pouvoir atteindre à une neutralité dans l'écriture. Je ne peux pas le faire parce que si j'utilise un accord neutre, on va le genrer au masculin parce que le neutre, c'est le masculin, l'universel, c'est le masculin. Et si je le mets avec des accords féminins, on va tout de suite le mettre dans le singulier et pas dans le neutre. Et dans le spécifique et pas dans le général. Et comment je me débrouille avec ça? Et je n'ai jamais trouvé la réponse à cette question. Je ne sais pas si on peut la trouver. Je suis pas sûre qu'il y ait une solution à ça. Donc soit on essaye de neutraliser le féminin par d'autres aspects, soit on essaye d'utiliser le neutre, soit on essaye de désuniversaliser le masculin. Je ne sais pas comment on fait. C'est une question qui se pose constamment à la fois dans mon travail de recherche, parce que je travaille sur les femmes beaucoup, ne serait-ce que dans la manière dont on les appelle. C'est constant. Et dans un travail personnel d'écriture, parce que qu'est-ce que je dis quand je dis je, qu'est-ce que je dis quand je dis elle. J'aimerais pouvoir écrire des personnages qui soient des femmes sans que ce soit des personnages féminins, sans que ce soit des personnages qui soient d'emblée rangés dans une catégorie spécifique qui est quand même encore extrêmement maintenue dans des carcans très limités de ce qu'on imagine être une femme. J'ai pas la solution, mais en tout cas, en termes de texte qui porte à la réflexion, je pense que c'est un texte qu'il faut lire parce qu'il est essentiel pour le rapport d'inaccessibilité du langage pour les femmes. Et puis pour d'autres catégories minorisées d'ailleurs, hein, mais quand même, cet endroit impossible du langage, je le trouve absolument passionnant, terrible et passionnant. Voilà. Donc ça, ce serait peut-être le premier texte auquel je pense. Et en termes un peu plus littéraires, j'avais pensé, c'est pour ça que je l'ai pris avec moi, mais Je voue une passion aux éditions Ypsilon, hein, j'en ai plein là. Et parce que je suis tombée sur un passage de ce texte-là, Les Petites Vertus de Natalia Ginzburg, qui est donc une autrice italienne absolument grandiose, qui écrit un petit passage super dans un texte qui s'appelle Mon métier, où elle parle de son métier d'écrivaine, comme on veut. Voilà, toujours le même souci. Toujours la question. Toujours le même problème. Où elle parle de son rapport, justement, encore une fois, à cette question de tension entre l'ironie et l'innocence, que je trouve hyper intéressante. Où elle parle d'un langage qui devient de moins en moins innocent à force qu'elle écrit, à force d'écrire, pardon, décidément, j'ai du mal à parler. Où elle dit qu'elle est obligée, au bout d'un moment, pour écrire, pour inventer ses personnages, de s'attarder sur un trait physique ou sur une difformité physique pour réussir à créer un personnage. Et que c'est précisément à ce moment-là qu'elle a dû, à force, faire une pause dans l'écriture parce qu'elle avait perdu l'innocence du langage et qu'ensuite elle n'a pas écrit pendant des années, elle a fait des enfants, etc. Et quand elle s'est remise au langage, elle a eu l'impression de revenir à cette espèce d'innocence de départ et à la possibilité de saisir des personnages autrement que par un détail exorbitant sur lequel elle était devenue obsessionnelle avant, quoi. Et j'aimais bien ce petit passage que je trouvais vachement bien. Voilà. C'est un passage... c'est un passage vachement bien. J'essaie de retrouver une phrase cool. Ou plusieurs phrases, même. Ouais, elle disait... alors, c'est un peu long, mais alors je voulais pas tout lire, mais... Ce n'était pas un ressentiment fondé sur quelque chose de réel, puisque j'étais alors une jeune fille heureuse, mais il naissait comme une réaction à l'innocence. Il s'agissait de ce ressentiment particulier qui est la défense d'une personne naïve, toujours portée à croire que l'on se moque d'elle, du paysan qui se trouve depuis peu en ville et qui voit des voleurs partout. Au début, j'en étais fière parce que cela me semblait un grand triomphe de l'ironie sur l'innocence et sur ces pathétiques abandons de l'adolescence que l'on voyait tellement dans mes poésies. L'ironie et la malveillance me semblaient des armes très puissantes entre mes mains, et il me semblait qu'elles m'aidaient à écrire comme un homme parce que, à ce moment-là, je désirais terriblement écrire comme un homme. J'avais horreur que l'on comprenne que j'étais une femme à ce que j'écrivais. Mes personnages étaient presque toujours des hommes afin d'être le plus possible éloignés et détachés de moi. J'étais devenue assez habile à découper un récit, à élaguer toutes les choses inutiles, à placer les détails et les conversations au moment voulu. Blablabla. Et ensuite, elle dit justement que ça l'a dégoûtée elle-même de
de cette manière d'écrire, et que c'est en faisant une énorme pause forcée avec la naissance de ses enfants qu'elle a retrouvé ensuite cette envie. Je recommençais à écrire comme quelqu'un qui n'a jamais écrit, parce qu'il y avait déjà si longtemps que je n'écrivais plus, et les mots étaient comme lavés et frais, tout était de nouveau intact et plein de saveurs et de parfums. Et j'ai trouvé que c'était vachement joli comme manière de décrire l'écriture, et de parler de ce rapport, de cette tentation constante de l'ironie, et de cette tension entre innocence et ironie que je trouve personnellement vachement intéressante. Ouais, et puis ça recroise un peu ce que tu disais sur découvrir Robert Desnos à une époque où tout le monde lisait que des trucs ironiques. Oui, mais ça recroise toute une tension qui, je pense, est extrêmement importante entre la dose d'ironie, qui est quand même, parce que c'est plaisant l'ironie, c'est plaisant le second degré, mais c'est plaisant quand ça vient en interstice de quelque chose d'un peu plus sincère et innocent par moment. Quand c'est que de la distance et que du second degré, ça devient une facilité de cachette, en fait, une facilité d'écriture. Et je trouve que trouver cette tension-là, c'est hyper difficile. Et j'étais heureuse de voir que Natalia Ginzburg l'exprimait comme ça. Ça m'a fait plaisir de le lire. Et j'aime bien cette espèce de combat contre l'ironie. Elle revient tout le temps, mais on se débat contre, parce que ça renverse un peu l'idée qu'on a de l'ironie, aller la chercher. Au contraire, il y a beaucoup de textes qui vont chercher l'ironie constante. Et je trouve que penser les choses à l'inverse, comme en fait elle est là, et parfois de manière un peu pesante, et il faut essayer de la transpercer pour réatteindre à une forme d'innocence, je trouve que c'est un renversement assez intéressant. Ouais. Et tu penses quoi de cette caractérisation de l'ironie en termes de genre, de dire écrire ironiquement, c'est un peu écrire comme un homme? Je trouve ça intéressant qu'elle le formule comme ça, parce que c'est vrai que je pense pas du tout que ce soit une espèce de chose essentielle, évidemment. Je pense que l'ironie est de toute façon beaucoup plus admise dans les œuvres écrites par les hommes, et qu'il y a une mode de l'ironie qui a été portée beaucoup par la littérature masculine au long du XXe et même avant. Et que de toute façon, mais là je reviens à des considérations de chercheuse, mais qu'on pensait de toute façon que les femmes étaient incapables de second degré et d'être ironiques. Donc, ce qui amène à plein de défauts de lecture dans plein d'œuvres de femmes d'ailleurs. Où on pense qu'elles sont absolument sincères et qu'elles mettent de leur propre personnalité constamment dans ce qu'elles écrivent, ce qui mène à passer à côté de plein d'ironie parfois dans des œuvres écrites par des femmes. Donc je pense qu'il y a tout un cliché de l'écriture ironique comme quelque chose de masculin, parce que je pense que c'est pas vrai, mais en même temps, culturellement, il y a un accès plus facilité aux textes drôles ou aux textes ironiques aux auteurs masculins. Donc voilà, c'est toujours un peu pareil. C'est-à-dire que le penchant culturel à penser les choses fait que les choses au bout d'un moment se font. C'est un peu un cercle vicieux, mais je trouve au contraire intéressant de se placer en tant que femme en disant j'ai envie d'écrire de l'ironie, j'ai envie de chercher cette tension entre ironie et innocence en me détachant de cette volonté d'écrire entre guillemets comme un homme, mais parce que je pense que tout le monde se pose cette question-là à un moment, puisque on grandit quand même avec l'idée que la littérature est quand même principalement masculine. On grandit avec l'idée que être un homme, c'est quand même vachement mieux. Donc forcément, il y a une tentation à écrire entre guillemets comme un homme, parce qu'on sait pas trop ce que ça veut dire en vérité. Je pense que ça veut dire plus violent que le cours du torrent. Voilà, plus puissant que les ouragans, etc. Et oui, je pense qu'en fait, quand on dit qu'on a envie d'écrire comme un homme, ça revient un peu toujours à la même considération, c'est qu'on a envie d'être considéré comme neutre quand on écrit, plus que d'écrire comme un homme. On a envie d'avoir aussi cette d'avoir un accès à l'universel, quoi. Voilà. Et c'est ce qu'elle dit d'ailleurs. C'est ce qu'elle dit. Je détestais qu'on comprenne que j'étais une femme quand j'écrivais. Mais en fait, c'est plus compliqué que d'avoir envie d'écrire comme un homme. Je crois que c'est plutôt une volonté d'avoir cette gigantesque chance de n'être pas considéré comme spécifique quand on écrit, et d'être considéré comme un discours général audible par tout le monde et qui concerne tout le monde. Et personne à la fois, mais en tout cas pas moins qu'un écrit d'homme. Voilà. Donc les deux rejoignent à peu près les mêmes considérations dans les questions d'écriture. Mais voilà le cœur de réflexion. Alors il y en a plein d'autres, des textes qui amènent à la réflexion. Oui, ça... Mais bon, c'est le problème de ces questions un peu ouvertes, c'est qu'il y en a toujours plein d'autres de possibles. Mais voilà, les deux qui me sont venus là, parce qu'en plus ça recoupe à la fois des questions personnelles dans l'écriture et des questions personnelles dans la recherche. C'est vraiment ce rapport du genre dans l'écriture que je trouve
à la fois absolument impossible à résoudre et une ressource passionnante de réflexion. Ouais, parce que du coup, on développe des stratagèmes pour essayer de résoudre cette question. Enfin, Wittig dans Les Guerrières, avec ce elle qui prétend à l'universel, etc. Enfin, du coup, il y a des expérimentations littéraires pour essayer de répondre à cette question insoluble, quoi. Oui, bah, bien sûr. C'est que, quelque part, bon, ces injonctions dans l'écriture et ces limitations forcées font que on a un rapport au langage qui est peut-être plus d'emblée amené vers l'expérimental. Alors je sais pas si c'est amené vers l'expérimental, mais en tout cas il y a un rapport de réflexivité obligatoire pour accéder au langage qui fait qu'il y a quand même une force de subversion intéressante. Il y a une force de faire éclater le langage comme structure patriarcale parmi d'autres, qui est quand même vachement intéressante et à analyser et à explorer en se disant comment je fais avec ça, quoi. Qui a amené aussi plein de courants complètement opposés parfois, hein, mais est-ce que je valorise le féminin? Est-ce que je le fais éclater? Est-ce que je vais chercher le neutre? Est-ce que je fais éclater la catégorie du masculin? Comment on fait? Et tout ça, et encore une fois, pas vraiment possible à résoudre, il n'y a pas de solution donnée, parce que tant qu'on n'aura pas fait éclater complètement la structure, tout ne sera que pansement sur une jambe de bois, mais les pansements sont quand même cool. Ouais. Les pansements sont chouettes à chercher et sont chouettes à analyser. Alors, un texte que tu aurais voulu avoir écrit. Voilà, donc on en vient à la question piège. Là, ça a été hyper dur de trouver, parce que déjà, je me suis dit, mais... est-ce qu'un texte que j'aurais voulu avoir écrit, c'est un texte que j'aime? Parce que probablement que si je l'avais écrit, je l'aimerais moins que là où je l'ai pas écrit. Okay. Premier problème. Ouais. Premier problème. Et d'emblée, j'en suis revenue à la question des nouvelles, parce que j'aurais adoré être autrice de nouvelles, parce que j'adore les nouvelles. Et que je trouve qu'on n'en écrit pas assez, qu'on n'en publie pas assez dans le champ littéraire français. Donc j'aurais adoré, alors pas les fictions de Borges, je te le fais pas deux fois, mais par exemple les nouvelles d'Isaac Bashevis Singer, qui est un auteur yiddish. J'aurais adoré les écrire parce que c'est des nouvelles absolument magnifiques, et notamment Yentl, qui est la première, qui est une nouvelle super. Il y a encore d'ailleurs une thématique de travestissement. C'est celle qui a été adaptée avec Barbara Streisand. Ouais. Ah oui, c'est ça, oui, c'est vrai, mais je l'ai toujours pas vue d'ailleurs, l'adaptation. Mais faudrait que je la regarde, un de ces quatre. Et j'adore cette nouvelle parce que, on y retrouve cette thématique du travestissement et des questions de genre que je trouve très intéressant. Donc au départ, j'ai pensé à ça, mais à chaque fois, au final, je te donne au moins deux réponses. Hein. Je me rends compte que c'est un énorme piège. Je choisis entre les deux. Ouais, c'est un peu piégeux, mais... Alors ensuite, je me suis dit, tiens, mais en fait, détoche-toi complètement de la considération, est-ce que tu aimes cette œuvre ou pas? Finalement, j'aurais pu choisir un texte qui a vachement bien marché et qui m'aurait rendu très très riche, parce que j'aurais probablement aimé l'écrire. Mais j'ai eu un peu de mal à trouver. Et puis finalement, je me suis dit, revenons aux sources, et je crois que j'aurais adoré écrire Don Quichotte. Voilà, c'est ma réponse, parce que Don Quichotte, quoi. Ouais, bah oui, c'est... qui n'aurait pas aimé avoir écrit Don Quichotte? Donc j'aurais adoré pas être Cervantes, mais écrire Don Quichotte. Et puis je me suis dit que ça me ramenait en plus vers Borges, puisque il a écrit Pierre Ménard, auteur du Quichotte, donc il y a pensé avant moi. Mais oui, parce que c'est, pour moi, s'il y a bien une œuvre peut-être qui se démodera absolument jamais dans son truc absolument génial et fou, ce serait Don Quichotte. Donc je me suis dit, voilà, j'aurais bien aimé avoir écrit Don Quichotte. Après, avant qu'on enregistre, tu m'avais dit j'aurais bien aimé avoir écrit la Bible aussi, donc... Non. Oui, mais ça, c'était pour la blague. Ça, c'était une blague. Ça aurait... Ouais, non, parce que c'est un peu long, quand même. Ouais. Ouais, et puis c'est plus fun, Don Quichotte, a priori. Enfin, oui, voilà, c'est une autre forme. Il y a de l'humour aussi, peut-être, dans la Bible, mais... Ouais, je pense qu'il y a plein d'humour dans la Bible, mais quand même, je me sens un peu plus proche de Don Quichotte. Ouais, puis ça doit pas être simple d'être l'auteur de la Bible non plus, quoi. Ouais. Vie promise à beaucoup de complications, donc probablement que le Don Quichotte aussi, mais finalement, ce serait plutôt Don Quichotte, ouais. Simple, ouais. En même temps, c'est la question que posait Borges, hein, discussion de Megardello, mais j'écrivais Don Quichotte aujourd'hui, je suis pas sûre que ça marcherait super. Ouais. Bah, je crois que ça revient quand même, les romans fleuves. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que tes deux réponses, c'est vraiment des nouvelles, donc de 10 pages, et un énorme truc de 800 pages, donc il y a vraiment pas d'entre-deux.
Il n'y a pas d'entre-deux. Oui, ouais. Mais parce que c'est deux impossibilités, probablement. Ok, ouais. C'est deux impossibilités. Je sais ni écrire des romans fleuves et j'adorerais écrire des nouvelles, mais alors ça, pour le coup, je m'y suis jamais frottée. Déjà parce que... Je ne sais pas pourquoi, en fait, j'ai pas la réponse à cette question. Probablement parce que déjà, on a quand même ce truc un peu acquis d'emblée que la nouvelle est pas un genre très exploré et explorable à l'heure actuelle. Et puis parce que finalement, une fois qu'on se lance dans un récit avec une intrigue et qu'on est content d'avoir une intrigue, on se dit ah ben si je le faisais durer un peu plus. Ouais. Mais non, j'adorerais écrire des nouvelles et j'adorerais avoir écrit le Quichotte, quoi. Pour des raisons tout à fait différentes. Mais je suis pas du tout, je pense que je serais jamais capable d'écrire un roman fleuve. Parce que déjà, je suis assez peu lectrice de romans fleuves. J'adorerais aussi être une lectrice de romans fleuves, d'ailleurs. Ouais. Je trouve ça fascinant de pouvoir se plonger dans des textes de 1000 pages et en sortir avec une espèce de métamorphose de soi comme une épreuve qu'on vient de faire et en même temps... Je l'entends quand on me le dit, hein, mais la vérité, c'est que j'ai beaucoup de mal à lire des romans fleuves. Il y a un moment où ça me... Voilà. Ouais. Je pense qu'il faut un contexte aussi. Enfin, faut soit un confinement, soit une croisière, soit. C'est ça, mais même dans ces même dans cette, parce que souvent les romans fleuves sont pas sont quand même rarement d'une folle gaieté du début à la fin. Ouais. Enfin, je sais pas, j'ai pas d'exemple de roman fleuve qui soit que. Mais moi, pendant le premier confinement, j'avais lu L'amour au temps du choléra. Après, je sais pas si ça rentre dans la catégorie roman fleuve, mais c'était bien quoi de me plonger là-dedans à ce moment-là. Oui, bah oui, voilà. C'est des questions. Alors soit c'est pendant le confinement et ça te refout un coup de pelle sur la tête. Après, L'amour au temps du choléra, t'avais quand même cette thématique du choléra. Bon voilà. Oui, qu'elle est bien avec des choses. Qu'elle est bien avec le contexte. Oui, effectivement. Ça, ouais. Ouais, alors moi pendant mais il y a aussi l'amour, enfin c'est ça en fait, les histoires d'amour elles sont vraiment, pour le coup en texte qui parle bien d'amour, c'est pas mal quoi. Oui c'est vrai, non je comprends l'idée. Moi pendant le confinement j'ai lu L'Art de la joie qui est quand même un roman fleuve, tu vois, mais je l'ai pas lu en entier. J'en ai lu une énorme partie en me disant mon Dieu c'est absolument génial et puis à un moment j'ai trouvé une autre lecture et du coup je suis passée à autre chose, je suis un peu trop... Bah à un moment faut finir quoi, c'est ça le problème aussi quoi, c'est vrai que finir une œuvre littéraire c'est... Oui, enfin, je veux dire, du point de vue de l'écriture, faut trouver une bonne fin. C'est peut-être l'angoisse de finir un truc aussi. Hein, je finis jamais mes cafés non plus. Je pense qu'il y a... Je veux dire pas du point de vue de la lecture, du point de vue de la personne qui écrit un roman fleuve. C'est vrai que c'est bien de trouver la bonne fin, quoi, et pas forcément de faire durer. Après, ça dépend, peut-être que ça se justifie. Ouais, il y a plein d'œuvres dans lesquelles ça se justifie. Puis je crois qu'il y a un truc de... Il y a un truc de performance dans le roman fleuve qui est en lui-même assez incroyable, hein, moi, que je trouve, dont je suis parfaitement admiratrice, mais c'est vrai que j'en lis assez peu. Pendant le premier confinement, oui, et j'ai relu, moi, ça n'a plus rien à voir avec la question, mais j'y ai pas pensé, alors que j'aurais pu y penser, le texte de Saramago, L'aveuglement, qui est pareil, thématique un peu épidémie quand même, qui est un texte absolument incroyable. Là, c'est une autre forme d'épidémie, mais j'aurais pu le citer. Alors, je sais plus dans quelle catégorie j'aurais pu le citer. Certainement pas dans celui dans lequel j'aurais aimé vivre, en tout cas, mais ni vraiment amour. Donc voilà, je vais le mettre maintenant, du coup. J'aurais bien aimé l'avoir écrit, en plus, je crois. Bien. J'aurais bien aimé avoir écrit L'aveuglement, qui est un texte incroyable. Mais voilà, sinon... donc alors l'aveuglement, peux-tu nous en dire davantage? Ah oui, alors il est prix Nobel de littérature, José Saramago, il est portugais. Et L'aveuglement, c'est un texte qui raconte... alors ça commence par je sais plus si c'est un personnage d'homme ou de femme qui en fait est dans sa voiture, si je dis pas de bêtises, et qui tout d'un coup voit blanc. Donc ne voit plus rien, mais c'est un aveuglement blanc et pas un aveuglement noir. Alors bon, on sait pas vraiment pourquoi. Et puis en fait, cette épidémie se répand petit à petit, donc il y a de plus en plus de gens qui se mettent à voir blanc et qui se trouvent exclus de la société et mis en quarantaine. Donc ils vivent entre nouvellement aveugles dans une maison isolée. Et donc il y a tout un enjeu politique de ce qui se crée dans cette nouvelle micro-société, à la fois de beau et de parfaitement horrible à d'autres moments. Et voilà. Et à l'intérieur de tout ça, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une femme qui fait semblant d'être aveugle pour accompagner son mari et qui, elle, voit tout ce qui se passe et qui, en fait, vit les choses peut-être de manière beaucoup plus violente et cruelle que les autres autour. Donc, il y a tout un questionnement métaphysique et politique derrière.
Et je veux pas raconter la fin parce que sinon je casse un peu le livre, mais c'est un livre absolument magnifique, d'une cruauté vraiment dure. Là encore un texte très très violent, mais magnifique. Il a été aussi adapté au cinéma, mais j'arrive plus à savoir par qui. Et je me suis demandé comment il avait pu être adapté au cinéma, ce qui serait intéressant que je regarde le film un jour, parce qu'en plus ça fait un moment que je me dis qu'il faudrait que je le fasse. Parce que ce thème-là, précisément, de l'aveuglement blanc dans un film, et puis avec des scènes qui, en fait, ne sont possibles, même au niveau littéraire. Y a beaucoup de scènes de violence, il y a des scènes de viol absolument, vraiment difficilement soutenables, qui, en fait, ne sont rendues soutenables que parce que... tu les vois pas... Parce que, je sais pas, il y a une espèce de transmission au lecteur d'un système d'aveuglement, justement. Mais alors, au cinéma, je me pose bien la question de comment ils ont fait. Voilà. Peut-être pour ça que je repousse un peu aussi, parce que ça peut être potentiellement une grande cassure. Mais voilà, ça j'aurais bien aimé l'avoir écrit aussi, parce que c'est un texte au niveau du sens, parce que là, dit comme ça, bon, ça paraît très rebattu, le côté mise en quarantaine, etc. Mais c'est fait de manière extrêmement fine et extrêmement belle. Et les personnages sont très très beaux, tous d'une épaisseur vraiment, vraiment très belle. Voilà, je sais pas si j'ai grand chose de plus à dire sur ce texte-là, comme ça, parce que sinon je vais casser le truc. Mais c'est intéressant, entre ce roman-là et fiction, c'est des récits qui sont très, enfin qui ont j'ai envie de dire un concept très fort. Je sais pas si c'est la bonne expression, oui. mais Ça fait j'ai l'impression d'être un publicitaire de merde. Mais voilà, tu vois ce que je veux dire. Il y a un concept. Il y a vraiment un concept. Non, mais il y a une force mythique dans ces textes. Il y a un début d'ouverture, en tout cas, il y a une espèce de trou fait dans le réel déjà. En fait, ce sont des récits qui touchent au fantastique. Mais à un endroit du fantastique que j'adore, en fait, qui est fantastique très très proche, quoi. Où il y a un détail, en fait, c'est un détail, vraiment un tout petit détail, qui fait que ça part complètement en cacahuète. Et ça, j'adore. Et c'est vraiment quelque chose que j'aimerais bien écrire, ça, pour le coup. Un texte un peu plus fantastique et explorer un peu ce que le détail fantastique peut apporter au réel. Ça, je trouve ça franchement assez passionnant. Voilà, donc j'en suis arrivée à dire 3 textes. Tous les records, non, pas du tout. Voilà. J'espère que les autres personnes que tu as interrogées ont aussi hésité entre 1000 trucs et pas... Oui, ça arrive tout le temps. T'inquiète. Parce que sinon, personne... Non, t'es vraiment la seule personne. Tout le monde a vraiment choisi un texte à chaque fois. Et vraiment, je comprends pas ce qui se passe aujourd'hui. Comment ça, tout le monde n'est pas capable de dire juste un texte qui parle d'amour voilà. Donc, je t'en aurais dit 3. Je te laisse faire ton choix là-dedans. Ils ont rien à voir les uns avec les... Enfin, si, quand même, il y a des ponts. Si, il y a toujours des ponts. Toujours un intertexte. Voilà. Oh. Placement de produit. Exact. Donc ça, on a fait un texte à offrir. Oui, alors, là c'est pareil évidemment, hein, mais non, il y en a un parce que je l'ai découvert récemment, et pas uniquement parce que c'est des copains qui ont travaillé sur la traduction, mais je crois que là, si je devais offrir un livre à quelqu'un, ce serait Les Lettres révolutionnaires de Diane Di Prima, qui viennent de sortir en traduction française chez Zoëm, et dont j'ai assisté à une super lecture, et qui est une poétesse qui mériterait d'être plus connue en France, qui est aussi dans le recueil sur les poètes de la Beat Generation, qui est une poète qui mérite vraiment d'être plus connue. Donc là, si je devais offrir quelque chose à quelqu'un, j'offrirais probablement ce texte-là, ou Les dangers de fumer au lit de Mariana Enriquez. Mais parce qu'il vient de sortir aussi, c'est piégeux. Donc voilà. Si je devais offrir des textes qui venaient de sortir, ce serait ceux-là. Et puis, j'avais pas forcément pensé à d'autres choses. Non, mais t'es pas obligé d'en dire ça. Non, c'est vrai. Tu vois, ça devient une habitude en plus maintenant. À force, le travers est de plus en plus... Donc non, ce serait ceux-là. Okay. Mais Diane Di Prima, très belle découverte. Mais justement, je connais pas du tout, donc... alors c'est de la poésie, là on revient dans un genre que je lis beaucoup plus, parce qu'on est à l'inverse du roman fleuve, et là je peux déporter mon attention assez facilement sans que ce soit dramatique, donc c'est pour ça que je suis particulièrement attachée à la poésie. Et donc ce sont des lettres révolutionnaires, donc ce sont pas vraiment des lettres, mais ce sont des fausses lettres. Enfin si j'ai bien compris, parce qu'en fait j'étais à la présentation et j'ai lu le livre, mais je suis pas une spécialiste de Diane Di Prima.
Donc des lettres qui sont des appels au soulèvement, des appels à la révolution, écrites. Je vais pas répondre à cette brèche que je suis en train d'ouvrir parce que je ne me souviens plus. Des dates précises. Vers la Beat Generation, donc 68. C'est ça. Deuxième moitié de 20e sur plusieurs années. Voilà, entre 1950 et 1980. Plutôt dans les années 70, je pense, mais j'en sais rien. Je vais pas dire de bêtises. Faudrait que je puisse vérifier l'information, mais comme j'ai pas envie de tricher, je vais pas le faire. Wow. Et qui sont super, voilà, à la fois d'une grande simplicité dans le langage et vraiment vraiment belle, et puis avec une force de révolte assez réconfortante, surtout par les temps qui courent. C'était rigolo parce que la lecture avait lieu en plus juste avant le 49.3, donc ça résonnait bien avec le moment. Voilà. Donc bon par rapport au contexte politique de lire les lettres révolutionnaires de Diane di Prima. Beau cadeau révolutionnaire. Voilà, beau cadeau. Et puis le livre est très beau en plus parce qu'ils font des très jolis livres chez OM aussi. Et puis c'était sympa de parler des enjeux de traduction en plus parce que ça mène à des réflexions intéressantes. Ce sont des lettres qui sont en anglais au départ. Et donc ça mène à des enjeux de réflexion intéressants déjà sur les questions d'argot anglais en traduction française. Et puis sur les questions de genre toujours parce que l'anglais étant quand même sensiblement moins visiblement genré que le français, ça pose plein de questions de traduction qui étaient intéressantes à écouter de la part des traducteurs. Voilà. Et je suppose qu'il y a aussi une question de genre, d'être une femme dans ce mouvement de la Beat Generation qui a priori repose plutôt aussi sur des idéaux masculins de Kerouac, je prends ma voiture. Bah oui, justement, voilà. En fait, on se rend compte, grâce aussi à cette anthologie sur les femmes. Alors, c'est toujours le problème, hein. Bon, les hommes de la Beat Generation ne sont pas rangés tous ensemble dans une anthologie, parce que, voilà. Mais bon, c'est déjà un premier pas. Il y a une anthologie qui vient de sortir sur les femmes. Alors, elle vient pas de sortir. Mais... Qui vient pas du tout de sortir sur les femmes dans la Beat Generation. Ouais, Femmes poètes de la Beat Generation, édition Bruno Doucet, qui est sortie. Je vais te dire ça tout de suite pour le coup. J'ai la réponse sous les yeux. Mais il y a 2-3 ans, je pense. 2018 et 2020. Voilà. Et il y a même Diane di Prima dedans. Comme ça, je vais pouvoir te dire l'année. Ce serait pas mal. Peut-être. Elle est là. Mais il n'y a pas... il me semble pas qu'il y ait de texte des lettres révolutionnaires, pour le coup, dans celui-là. Peut-être que je dis une bêtise. J'aurais dit plein de bêtises. Il y a un poème à l'éloge de mon mari, moi je sens... poème, oui, poème à la louange de mon mari. Mais celui-là, je m'en souviens plus. Mais c'est vraiment une belle... pour moi, ça a été une super découverte, parce qu'en fait, on se rend compte que quand on va chercher un peu, il y a énormément de productions poétiques de femmes qu'on connaît très mal, en fait. Et c'est dommage. Voilà. Voilà une belle phrase définitive, encore une fois, pour finir. Mais voilà, cette anthologie, elle est super. Et puis, elle aide vraiment à se faire un premier pas intéressant. Puis derrière, il faut pousser en achetant les lettres révolutionnaires de Diane di Prima, par exemple. Mais alors ensuite, il faut aller pousser vers toutes les autres poètes qu'il y a dedans. Là, j'ai pas encore fait. Un texte dans lequel tu aimerais vivre? Oui, alors oui, j'avais dit avant que c'était la plus dure, mais je crois que celle-là aussi, elle était vachement dure. Pas simple non plus, ouais. Parce que les textes qu'on aime sont pas du tout forcément ceux dans lesquels on a envie de vivre. Moi, en l'occurrence, c'est plutôt l'inverse la plupart du temps, parce que j'aime bien les représentations assez... les choses violentes. Assez cruelles du réel, donc c'est pas forcément envie de vivre dedans. Et puis en fait, dans les productions littéraires récentes, j'ai quand même l'impression que les mondes possibles sont quand même assez sinistres, souvent pour des raisons évidentes le monde dans lequel on vit est assez sinistre lui-même. Donc c'était plus facile de dire dans lesquels j'avais pas envie de vivre, mais et puis finalement j'en suis revenue à un truc tout simple je crois que si j'avais envie de vivre dans un monde, ce serait celui de Chronope et Fameux de Julio Cortázar. Voilà, c'est encore des nouvelles, mais là c'est vraiment des nouvelles de 1 page chacune, avec que des histoires absurdes. Et je me dis que vivre dans un monde là où les seules questions qu'on se pose, c'est comment on va réussir à relever une vieille tante qui est tombée sur le dos et qu'on n'arrive plus à relever et qui n'arrive plus à se relever toute seule, ce serait pas mal. Et il y a un autre texte dedans qui s'appelle « Perte et récupération du cheveu »,
où on perd un cheveu dans un lavabo et comment on fait pour le récupérer. Et ben je trouve ça vachement bien, finalement. Et ça commence par un faux manuel d'instruction avec que des instructions bizarres, donc comme comment perdre et récupérer un cheveu, par exemple, et d'autres. Et je me dis que j'aimerais bien quand même que ce soit ça, la vie. Comment dire, c'est complètement cucu. Mais je me dis que j'aimerais bien que ce soit cette simplicité-là et être encore dans une époque où on pouvait s'amuser de ça, quoi. Ouais. De trucs un petit peu, de détails un peu absurdes et se dire qu'il y avait plein de trous hyper marrants dans les détails de l'existence à creuser. Et je crois que j'aimerais bien vivre dans ce monde-là, ça me ferait rire. Ça me ferait rire de faire des expérimentations sur comment récupérer un cheveu que j'ai jeté dans le lavabo. Et il y avait... Alors, je les ai plus tous en tête. En plus, j'ai fait mon mémoire de Master 1 sur ce texte. Ah ouais. Et il commence par l'une des introductions que j'aime le plus de la littérature, avec une histoire de ce travail de ramollir la brique chaque jour et d'essayer de creuser un petit trou dans les évidences du réel pour y trouver des choses complètement folles. Et c'est ce que j'aime chez Julio Cortázar, d'ailleurs. Et il parle de juste quelqu'un qui tourne sa cuillère dans son café et comment pour lui ça devient une espèce de tremplin d'expérimentation bizarre. Et du fait que tous les soirs il aime bien aller, je crois que c'est sur le Pont Neuf, à une heure extrêmement précise où le soleil se répercute dans un réverbère très précis et donc ça renvoie à une lumière complètement celle qu'il aime le plus et donc il faut pas qu'il rate ce truc-là. Il le dit dans une interview qui est sur YouTube. C'est à ce moment-là où il y a à Paris, par exemple, des lieux qui ont été toujours privilégiés pour moi. Je pourrais vous citer un, le premier qui me vient dans la mémoire. Là, tout près d'ici, au Pont Neuf, à côté de la statue d'Henri IV, il y a un réverbère dans le fond, là où on descend pour prendre les bateaux-mouches. La nuit, à minuit, quand il n'y a personne, ce coin-là, solitaire, c'est absolument pour moi un tableau de Paul Delvaux. Et il y a le sentiment du mystère qu'il y a dans les tableaux de Paul Delvaux, cette imminence d'une chose qui peut paraître, qui peut se manifester et qui vous met dans une situation qui n'a plus rien à voir avec les catégories logiques et les événements ordinaires. Et voilà, j'aimerais bien que... je trouve que c'est une forme de... Alors, je sais pas si c'est le monde dans lequel j'aimerais vivre, mais je trouve que c'est une façon de vivre, en tout cas, qui est quand même assez plaisante. Une façon d'être sensible à certains éléments du réel qui rend peut-être le réel moins difficile, quoi. Oui, voilà. Dit comme ça fait un peu le sel de la vie, les petits bonheurs quotidiens. Mais ouais, non, mais après, mais il y a quand même... Il y a un peu de ça, mais c'est pas exactement ça non plus. Non, quoi. c'est pas ça, c'est vraiment le côté... En fait, un rien, ça peut devenir complètement incroyable chez Cortázar et une source infinie d'invention. Et je trouve que toute cette époque en littérature, où à partir de tout petits détails ridicules, on faisait des textes entiers, était assez plaisant et assez symptomatique peut-être d'un moment où ça allait un peu mieux. Ouais, tu trouves qu'aujourd'hui, l'heure est moins à ce genre de texte ? Bah, il pourrait, mais déjà, je sais pas, je suis pas sûre qu'il y aurait toujours le lectorat pour. Ouais. Peut-être qu'on est moins friand dans la lecture de ce genre de texte. Quoique, on lit toujours ceux qui viennent de cette époque, mais aujourd'hui, peut-être que ça semblerait un peu plus déconnecté de ce qu'on vit, je sais pas. Je veux pas poser de phrase définitive là-dessus, mais en tout cas, je trouve que c'est une idée plaisante que de vivre dans un monde où tout le monde est extrêmement... Alors, bon, pas trop, parce que ça serait invivable au bout d'un moment. Je pense que si on se questionne sur la moindre cuillère qui tourne dans un café à chaque instant, ça devient un peu compliqué de juste fonctionner. Mais il y a une attention au geste que je trouve assez belle. Ouais. Et voilà. Et ça me fait penser à ce truc de... J'avais un prof qui nous parlait de la perte du sens du geste. Ok. Je sais que le thème de l'année, c'était les romans de la fin d'un monde, et qu'il disait que ce qui était symptomatique dans les périodes de décadence ou de crise, je sais plus qui a théorisé ça, je vais retrouver, il croisait des trucs de Ricoeur et d'Agamben et compagnie, des trucs de littérature comparée, basique, là, et encore conversation très France Culture 2h du mat', là. Mais je trouvais intéressant de dire qu'effectivement, il y a souvent dans les romans qui s'écrivent dans des sentiments de fin du monde, une espèce de perte du sens du geste. Et ça me revient assez souvent d'entendre ce prof dire ça.
Ça me hante un petit peu parce que parfois je me dis merde, oui, il y a un truc de, tu sais, ce moment où t'arroses ta plante, tu te dis putain, c'est la fin du monde, qu'est-ce que je suis en train de faire, quoi. Ouais. Pourquoi je fais ça? Je sais pas comment expliquer ce truc, ce sentiment complètement absurde de... J'aimerais bien pouvoir être vachement attentive à mes gestes, mais on y est attentif de manière un peu négative, je trouve. Enfin, moi, personnellement, je suis genre, mais parfois, les trucs perdent complètement leur sens. Pourquoi je suis pas en train de faire des grands trucs grandioses alors que c'est la fin du monde, quoi? Qu'est-ce que je m'emmerde encore à me je sais pas, tu vois, mettre un lacet sur ma chaussure. Je sais pas comment... Une espèce de perte de sens que j'ai voulu un peu exprimer, d'ailleurs, dans le roman. Espèce de difficulté à agir avec une espèce de poids constant où le moindre détail devient un peu lourd et le moindre geste charge de sens, de dire mais qu'est-ce que... d'absurdité, en fait. Ouais, bien sûr. Voilà, mais ouais, je trouve que t'écris bien les gestes. Ah bah écoute, c'est parce qu'ils me sont très pénibles. Non mais si, enfin il y a cette scène où du coup l'héroïne elle est chez son frère et il y a tout le rituel de la famille du frère et là je trouve que particulièrement je me suis dit waouh, elle écrit bien les gestes avec le père qui débarrasse mais à moitié en faisant passer le truc et voilà et en mode je suis le bon père de famille et voilà, bon, ça tu l'écris beaucoup mieux, mais t'as quand même cette attention, t'as cette attention qui est là dans ton écriture, quoi. Oui, je suis un peu hantée par les gestes. Mais même regarder les mains des gens et tout, ça me fascine un peu. Il y a une espèce de répétition des gestes dans le quotidien que je trouve absolument fascinante. Et oui, et surtout ce truc de... La symbolique de prise de pouvoir dans les gestes est assez intéressante, même dans les climats familiaux, je trouve. Précisément, je parle à un moment de cette... donc c'est sa belle-sœur, enfin la femme de son frère, qui repasse derrière et qui refait tout le temps les trucs qu'elle fait. Ouais, ça, qui et pose, je l'ai pose tellement... délicatement la main sur le bol. Vas-y, je me suis dit, Et je l'ai tellement. Ce geste de mère de famille qui de manière subie, souvent quand même, a une espèce de rapport très intime avec l'électroménager et qui vérifie que tout est fait exactement comme elle le voudrait, ce qui du coup empêche complètement qu'on y prenne part et en même temps vient du fait que personne n'y prend part et de cette espèce de cercle vicieux de juste je vais pas le bouger de place, mais je vais juste affirmer mon autorité sur ce bol en le remettant un tout petit peu plus sur la droite. Et voilà, c'est le genre de geste qui me fascine un peu, les petits gestes comme ça et tout ce que les petits gestes peuvent porter de lecture. Et en même temps, c'est des automatismes un peu énervants qui prennent leur source dans un truc un peu patriarcal et tout, mais en même temps, c'est difficile de les briser, quoi. On sent aussi la frustration de l'héroïne qui a envie d'arrêter ça et de justement d'aider aux tâches ménagères et voilà, de casser aussi des habitudes familiales allez, on se parle maintenant, mais c'est difficile de casser ce genre de gestes et d'habitudes. Oui. On n'arrive pas avec ses gros sabots chez quelqu'un qui subit, c'est toujours la même chose, en fait. C'est un peu nul Enfin, de pas faire preuve d'un peu de délicatesse quand les gens sont en train de... Enfin, c'est bien joli d'arriver avec une lecture hyper clairvoyante des gens qui subissent ou non leur quotidien, mais c'est un peu difficile d'arriver avec des gros sabots en disant « Maintenant, tu fais mal, laisse-moi t'aider, tu es parfaitement dominé. » Non. Enfin, je crois que si on veut être quelqu'un de pas complètement nul, il faut faire un peu attention à ce genre de choses aussi et pas forcément se placer non plus en prophète de la manière dont il faudrait faire les choses. Donc essayer de rester dans une posture de doute et de faire les choses délicatement, c'est quand même un peu mieux. Voilà, ce qui crée des frustrations souvent, mais je pense que c'est quelque chose que beaucoup de gens vivent, souvent avec leur mère d'ailleurs, de rapport elle fait tout. Et en même temps, quand ça fait 50 ans que tu fais tout, tu vas pas tout d'un coup arriver en disant... Enfin, ça peut être vécu vraiment comme une frustration, je pense, par certaines femmes, d'avoir quelqu'un qui tout d'un coup leur dit de manière hyper injonctive, non mais va t'asseoir, je vais le faire. Et en fait, parfois, ça les emmerde. Et donc, dans ce cas-là, comment tu fais ? Tu forces pas. Enfin, ça demande un petit peu de délicatesse, je pense, et de finesse. Voilà, on est complètement quitté l'histoire on a un peu quitté le texte dans lequel t'aimerais vivre. Mais... Oui, on n'est plus du tout dans un truc dans lequel j'aimerais vivre d'ailleurs. Mais voilà, une attention aux gestes que j'aime beaucoup chez Cortázar et que j'aime bien globalement dans cette période d'attention aux détails que je trouve assez jolie et qui est un peu symptomatique, je pense, d'un monde qui était peut-être un petit peu plus
Oh, j'en sais rien, en même temps ça c'est un peu facile à dire, mais... Ouais. Mais qu'il y avait des C'était sources... moins apocalyptique. Ouais, moins lourd, quoi. Ouais. Moins de lourdeur dans le geste. Voilà. Alors c'est l'heure de la carte blanche. Oui, où j'ai pas du tout fait mes T'as pas devoirs. de devoirs, mais c'est pas... Mais du coup, j'ai attrapé des textes au moment où t'es arrivé. Parce que parmi les textes dont je suis absolument fan chez Epsilon, il y a les textes d'Alejandra Pizarnik qui ont été traduits par Jacques Ancet. Et donc, j'ai pris au pif tout à l'heure en me disant je vais prendre au pif et ce sera très bien. Ouais. Parce que de toute façon, Alejandra Pizarnik, pardon, je vais pas faire semblant de... c'est toujours vachement bien. Et je suis allée au pif... Mais mon marque-page, il est tellement petit qu'en fait, il marque pas la page. Ce qui est toujours... Voilà, alors c'est des très très courts poèmes, hein. C'est la version nouvelle du poème, que je trouve très, très beau. Alors je vais en lire, je sais pas, tu me coupes quand t'en as marre. Attention, hein, ça peut aller très loin. Non, je me suis mis un marque-page, genre au max tu vas jusque là. Ouais. Donc, mais c'est assez rapide. Alors, Silence, donc c'est le premier poème. La mort toujours à côté. J'écoute ce qu'elle dit. Je n'entends que moi. Wow. Je demande le silence, deuxième poème. Et en plus, ça commence sur une citation de Cervantes. J'ai même pas fait exprès. Chante, toi, ma meurtrie. Même s'il est tard, si c'est la nuit et que tu ne peux pas, chante comme si rien ne se passait. Rien ne se passe. Ensuite, Tomber. Jamais à nouveau l'espoir en une allée est venu de nom, de forme. Quelqu'un a très mal rêvé, quelqu'un a consommé par erreur les distances oubliées. Après, il y a Fête. J'ai déployé mon état d'orpheline sur la table, comme une carte. J'ai dessiné l'itinéraire vers mon pays au vent. Ceux qui arrivent ne me trouvent pas, ce que j'attends n'existe pas. Et j'ai bu des liqueurs furieuses pour transmuer les visages en un ange, en verre vide. Les yeux ouverts. Quelqu'un mesure en sanglotant l'étendue de l'aube, quelqu'un poignarde l'oreiller en quête de son impossible espace de repos. Et le dernier, c'est Chambre seule. Si tu oses surprendre la vérité de ce vieux mur, et ses fissures, ses déchirures, formant des visages, des sphinx, des mains, des clepsydres, sûrement viendra une présence pour ta soif. Probablement, elle s'en ira, cette absence qui te boit. Voilà. Waouh. C'est vachement beau. Et alors celui-là, c'est le recueil Les Travaux et les Nuits, qui personnellement est mon préféré, mais ils en ont traduit vraiment plein d'Alejandra Pizarnik, qui est donc une poétesse argentine que j'aime vraiment énormément et dont je conseille la lecture parce que c'est des tout petits textes et ça va très vite, mais dans chaque texte il y a un espace de réflexion gigantesque. Ouais. Ça doit être pareil, héritage argentin sur cette question quand même, parce que ça fait beaucoup d'argentin entre Mariana Enriquez, Julio Cortázar, Alejandra Pizarnik, et Borges. Voilà, donc c'était une édition spéciale. Spéciale Argentine aujourd'hui. Spéciale Argentine aujourd'hui. Mais parce que j'aime bien la littérature argentine du XXe. Et Alejandra Pizarnik tout particulièrement. Et Alfonsina Storni, mais bon, aujourd'hui c'était Alejandra Pizarnik. Voilà. J'ai bien fait mes devoirs finalement quand même. Ça voilà, finalement. On s'en sort mieux quand on prépare rien, c'est comme les cours. Bah oui, exactement. Ok, merci Camille, c'était super intéressant. Y a pas de quoi, c'était un plaisir. J'espère que j'ai pas raconté trop de bêtises. Et en plus, je finis en remettant mes yeux sur Comme un homme soit plus violent que le cours du torrent. Ouais. Ça me touche beaucoup, je vais la garder. Est-ce que c'est un conseil qu'on a envie de suivre du coup? Peut-être la partie secret, comme les nuits de Lune de l'Orient. Après, c'est cette catégorie bizarre de l'Orient, on n'est pas sûr de on n'est pas sûr s'identifier, mais secret comme la nuit, je sais pas. Ouais, secret comme les nuits tout court. Ouais, c'est bien. Ouais, c'est bien. Mais même plus ardent que le feu, c'est sympa, hein. Mais ouais, mais en fait, ça dépend ce qu'on appelle ardent, je pense. Quelle ardeur. Oui, ça dépend de l'ardeur en question. Ouais. À questionner. Beaucoup de ressources dans ce texte, finalement. Ouais, c'est ça.
Je vais faire une petite explication Voilà. de texte pour le prochain épisode. Bah ouais. Prochain épisode, là c'était spécial Argentine, le prochain ce sera spécial Ce sera Disney. Spécial Mulan, en tout Spécial cas. Mulan, ok. Disney, on verra. Ça, c'est Ouais. un corpus un peu trop étendu. Il y a du travail en tout cas. Je crois que je n'ai plus rien à dire. Elle proposa d'aller danser au milieu du bar où s'agitait déjà une foule compacte. Eva, qui n'aimait pas la proximité avec des inconnus et évitait soigneusement les endroits trop denses, accepta sans réfléchir. À peine debout, elle regrettait déjà. Et si, en plus d'une voix brute et douce, d'une bouche naturellement rouge-violet, Natalia dansait beaucoup mieux qu'elle. Elle l'imaginait en déesse, seule, immense sur la piste, couverte de paillettes sous des néons de toutes les couleurs. Et elle, à côté, un asticot qui s'agite. Le déséquilibre fut un poil moins flagrant. Eva se concentrait sur ses pieds, ses mains, essayait d'avoir l'air de quelque chose tout en gardant les yeux rivés sur Natalia, qui remuait les bras dans tous les sens, en souriant à pleines dents. Quand elle lui proposa de sortir fumer une cigarette, Eva la suivit avec une boule au ventre. Cette minuscule invitation destinée à elle seule chamboulait ses certitudes. Peut-être que la créature aux si belles lèvres l'avait un peu appréciée. Peut-être n'était-elle pas si transparente. Elle remarqua que la main de Natalia sur son épaule était trop appuyée pour une main amicale. Sentit que ses yeux lui frôlaient la nuque alors qu'elle avançait vers la porte. L'insistance de ce regard et de ses doigts n'était pas anodine. Cette simple pensée se mua en un frisson qui lui parcourut tout le dos, s'attarda sur le bas du crâne derrière les oreilles. Dehors, Natalia, jusque-là si à l'aise, perdit un peu l'aplomb qu'elle avait en présence de Sam. La discussion s'engagea toute seule sur la Colombie où Natalia était née, son arrivée en France, son boulot de serveuse, le regard des gens, surtout des Français, surtout des Parisiens, sur son accent, sur ses cheveux, sur son poids. Les gens se surveillent beaucoup les uns les autres ici. Elle décrivit son petit appartement rempli de tapis et de bibelots, et son chat qui s'appelait Zizi parce que c'était rigolo. Eva raconta sa rencontre avec Sam, son installation dans la capitale et le vertige d'être dans une si grande ville. Puis, abandonnant toute réserve, ses mésaventures de fac, l'histoire de son père, ses grands-parents jamais connus. À la 4e ou 5e cigarette, Natalia plongea ses yeux noirs dans ceux d'Eva. « Est-ce que je peux t'embrasser ?» Cette question-là, Eva ne l'avait jamais entendue. C'était la première fois qu'on lui demandait son avis. Elle non plus ne l'avait jamais posé, ni d'ailleurs fait le premier pas. Elle s'était toujours dit qu'il devait y avoir quelque chose d'instinctif là-dedans, que tout verbaliser n'avait rien d'excitant à risquer de foutre en l'air le moment. Mais en lui interdisant d'être soit active, soit passive, en l'invitant à se mettre à égalité, cette courte phrase éveilla un sentiment nouveau. Natalia avait envoyé valdinguer d'un revers de main toute une construction mentale. Elle entrait dans un rôle inédit. Il n'y avait plus à donner ou à recevoir, à proposer ou disposer. Il fallait faire les deux d'un coup, prendre le pouvoir et y renoncer en même temps. Écrasé dans cette petite question, le grand jeu du mystère avec ses frustrations, ses doutes et ses dangers. Il ne s'agissait plus de consentir mais de vouloir, d'envoyer un signal univoque à cette bouche ronde qui attendait un oui ou un non, même si elle devait se douter pour s'être hasardée à demander que c'était 10 fois oui. Oui, murmura Eva en tremblotant. C'était un extrait du très beau premier roman de Camille Isler, Un chat à 3 pattes, disponible dans toutes les bonnes librairies et que personnellement je passe mon temps à racheter pour l'offrir à toutes les personnes que je connais parce que c'est un livre extrêmement généreux et qui fait du bien. Qui fait du bien à l'âme, donc franchement, allez-y les yeux fermés. Les dangers de fumer au lit de Mariana Enriquez est paru dans une traduction d'Anne Plantagenet aux éditions du Sous-Sol en 2023. Stardust de Leonora Miano est paru chez Grasset en 2022. Corps et biens de Robert Desnos a été publié chez Gallimard en 1930. Et merci à Ella Bartlett, et elle-même poète, de nous avoir lu Non, l'amour n'est pas mort. Beloved de Toni Morrison est paru dans une traduction d'Hortense Chabrier et Sylviane Ruet chez Christian Bourgois en 1989. La pensée straight de Monique Wittig a été publiée aux éditions Ballant en 2001. Les petites vertus de Natalia Ginzburg a été traduit par Adriana R. Salem chez Upsilon en 2001.
La première édition de Don Quichotte de Cervantes date de 1615 et depuis, ce roman a été réédité et retraduit une paire de fois. Donc vous pouvez le trouver à peu près partout, dans plein de versions différentes. Donc là, je vous laisse vous débrouiller. Fiction de Borges. Je vous ai mis la prononciation de Camille qui est quand même meilleure que la mienne. Et donc Fiction a été traduit par Paul Verdevoix et Nestor Ibarra chez Gallimard en 1951. L'aveuglement de José Saramago est paru au Seuil dans une traduction de Geneviève Leibrecht en 1997. Les lettres révolutionnaires de Diane Di Prima ont été publiées dans une traduction de Benjamin Card, Antoine Humel et Émile Poivré chez Zohem en 2023. Chronope et fameux de Julio Cortázar est paru dans une traduction de Lorgui Bataillon chez Gallimard en 1977. Les travaux et les nuits d'Alejandra Pizarnik est paru chez Upsilon dans une traduction de Jacques Ancet en 2013. Intertexte est un podcast réalisé par Arthur Ségard, illustré par Pauline Le Serre, et la musique est généralement empruntée à John H. Lovekind, mais une fois n'est pas coutume, on écoute en ce moment une reprise au piano du classique Believe, évidemment, que j'ai trouvé sur la chaîne YouTube d'un certain Kieran Eves. Merci d'avoir écouté cet épisode. Dans le prochain, il sera question de prescription littéraire, de risque et de la fin d'un été.